Bonsoir, Monsieur Rolls. Bonsoir, Monsieur Samari. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu. Peut-être, oui, longtemps, oui, mais 2 mois. c'est beaucoup, mais Le plateau a changé depuis. tout à fait. Un peu plus de monde autour de la table, Un peu plus de monde, un peu moins de masques. effectivement. Mais ça va, vous avez votre masque. Il y a pas mal de gens vaccinés autour de la table. Donc tout va bien. Face à vous, l'un de mes journalistes, Corentin Corget. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. À côté de Corentin, c'est Thomas qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Abdel, bonsoir le Gard. Tout va bien? Tout va bien. Depuis la semaine dernière? Oui, super. Super. Et en face, c'est Nicolas Pellegrini. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Rolls. Parfait, tout va bien aussi ce vendredi? Excellent, très ravi d'être là comme d'habitude. Bon, c'est bientôt le week-end en plus. En plus, alors ça fait du bien. Hein. Effectivement. Je donne tout de suite la parole à Corentin qui va poser la première question à Monsieur Rolls. Monsieur Rolls, quelle est la situation précise actuellement dans le Gard par rapport au coronavirus? Alors, la situation s'améliore. Et ça, c'est vraiment de très bons signes. Alors, vous le savez, il y a deux grands signes. Ce sont les indicateurs épidémiologiques. Et là, nous avons un taux d'incidence. Alors, je le répète, c'est le nombre de nouvelles contaminations par semaine par rapport à 100 000 habitants. Nous sommes ce soir à 68,5. Donc, c'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Hein, enfin, vraiment bas. On aimerait c'est que ce plutôt soit bas. encore plus bas. Hein, Mais par non. rapport à des chiffres qu'on a connus, où on était à 400, presque à 500. Oui, évidemment, c'est important. Un taux de positivité des tests qui est à 2,8, là aussi c'est bien puisqu'on était à près de 10% de positivité des tests et encore un taux de dépistage qui continue, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler sur cette question du dépistage. Et après, il y a tout ce qui est l'impact sur le système de soins, et en particulier les établissements de santé, où là, on a quand même une nette amélioration, c'est-à-dire un taux de sollicitation des réanimations et soins critiques, où il y a une vingtaine de personnes ce soir qui sont encore en réanimation ou soins intensifs. Donc vraiment, ça s'est amélioré. Et puis sur l'hospitalisation Covid, je parle bien sûr pour la réa et l'hospitalisation Covid, autour de 120 personnes hospitalisées. Il n'empêche que, si on regarde ça, c'est vraiment une nette amélioration. Il n'empêche que les réanimations sont quand même fortement sollicitées, puisque en fait tout le reste, c'est-à-dire les reports, les déports de déprogrammation qu'on a dû faire, se reportent maintenant, et ce qui fait que le taux de réanimation est quand même très plein. Ce qui est un signe aussi d'attention, et c'est surtout pour les personnels soignants. Si vous voulez, les personnels soignants, Covid ou pas Covid, là, ils sont fortement mobilisés et ils ont droit aussi, à pouvoir un peu souffler. Donc, vraiment, c'est toujours une attention à faire. Quelles sont les raisons de cette nette amélioration, Monsieur Rolls? Nette amélioration, alors il n'y a pas qu'un facteur. D'une part, bon, il y a l'effet évidemment du dernier confinement, c'est une nette amélioration. On voit aussi, mais là aussi sans certitude, on sait qu'il y a un effet météo, la circulation virale. Le fait que les gens soient un peu plus dehors aussi? Les gens sont un peu plus dehors, il y a moins de confinement, on reste toujours quand même dans une situation où quand le télétravail est possible, il est réalisé au maximum, donc moins de sollicitations. Donc il est vrai que oui, ce sont des facteurs très favorables à la baisse de la circulation virale. C'est aussi lié probablement à la vaccination qui avance Exactement. à grands pas ou pas? Elle avance à grands pas. À grands pas, puisque, bon, vous le savez, on a eu vraiment une accélération. Et puis, j'allais dire, le signe le plus visible, c'est l'ouverture dès hier et dès le 31 mai à toute la population, sans distinction. Ce qui veut dire que, en fait, c'est déjà une bonne chose de proposer à tout le monde, sans distinction. Et ce qui veut dire aussi, c'est que les catégories des personnes les plus fragiles sont à un taux de vaccination assez important, voire très important. On est à combien? 80% à peu près? Là, j'ai les chiffres, si vous voulez. Alors, je peux décrire sur la question des personnes de plus de 75 ans dans le Gard. Et si on suit les chiffres INSEE, c'est un peu plus de 76 000 personnes. On est à 66
première injection. Donc ça va suivre. Et un nombre d'injections, on est à 118 000. Donc voilà, on a quand même un taux de vaccination qui est très important. Si on prend l'autre catégorie, pardonnez-moi, mais de la population des chiffres, j'en ai plein, et même plus que ceux que vous pouvez m'en demander. Des 60-74 ans, qui restent encore, population dans le Gard 138 000, un peu plus de 138 000, c'est 106 000 premières injections. Donc c'est important. Et ensuite, les 15-59 ans, puisque pour l'instant, les vaccins sont à partir de 15 ans, jusqu'à... On a 399 000 à peu près personnes concernées dans le Gard. Et là, on est à 97 000 premières injections. Donc c'est un quart, à peu voilà, près. Ce sont des signes assez favorables et même très favorables. Donc on devrait... Sur l'ensemble de la population, qui effectivement à partir de 15 ans, comme vous le disiez, c'est quoi les chiffres? C'est 40% aujourd'hui de la population gardoise ou on est encore en dessous Non, c'est à peu près 40% de la population gardoise. Donc on est sur une très bonne dynamique et il faut savoir qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons recevoir encore plus de vaccins. Donc on avait au fur et à mesure augmenté. Et si vous avez le secret pour fabriquer ce médicament qui est quand même très complexe... J'en parle tous les... On va donner la parole à Nicolas parce qu'il avait une question là-dessus sur la stratégie vaccinale du gouvernement. On a l'impression qu'en dose, quand même, il y a ce qu'il faut maintenant. Maintenant, il y a ce qu'il faut. Et d'ailleurs, un des signes importants, c'est que les rendez-vous, même, il ne faut pas se leurrer, l'ouverture est quand même si elle est large, on ne pourra pas tout de suite avoir un rendez-vous, au moins le jour d'après, donc il faut quelque temps, mais on voit que les ouvertures des rendez-vous, l'ouverture des rendez-vous, un quart d'heure après, il n'y avait plus rien. Maintenant, on arrive à 1-2 jours, enfin, on arrive à avoir quand même encore des rendez-vous possibles. Allez, Nicolas, posez votre question à M. Rolls. Oui, M. Rolls, nous parlions tout à l'heure en coulisses des compétences des ARS que je trouve très larges. Alors j'en ai noté quelques-unes et encore, il y en a pléthore d'autres. La prévention sur le contrôle de la qualité de l'air et de l'eau, l'organisation régionale de la santé publique, la formation du personnel médical, les autorisations des établissements et services de soins médico-sociaux, etc. Et en plus, avec la crise du Covid, il y a monts et marées de nouvelles compétences qui sont arrivées avec le suivi des tests, l'organisation pour tester la population, le suivi des malades et aujourd'hui maintenant la vaccination. Mais beaucoup critiquent, notamment des élus locaux, une décentralisation hasardeuse des agences régionales de santé et le fonctionnement un petit peu opaque de ces dernières, peut-être un petit peu déconnecté du terrain, raison pour laquelle certains élus locaux ont dû par exemple s'auto-organiser pour trouver des masques en début de crise. Sans compter la baisse des effectifs que certains syndicats des ARS dénoncent. Plusieurs centaines de salariés, les effectifs ont fondu depuis leur création en 2009 ou 2010 de mémoire. Parce que, comme pour les hôpitaux publics, la variable d'ajustement budgétaire, c'est et ça restera toujours le personnel. Mais ma question est plus large. Quel avenir pour les ARS en réalité ? Est-ce qu'elles sont condamnées à recevoir encore davantage de compétences que de moyens qu'elles n'ont pour les mettre en œuvre ? Eh bien, écoutez, je souhaite en tant que responsable qu'on ait toujours les moyens à la hauteur des missions qu'on nous confie. Ça, c'est un vœu... j'allais dire pas pieux, mais qui est quelquefois difficile. Et c'est vrai que la revue des missions des agences régionales de santé est importante. Après, sur la question de l'évolution de l'organisation interne des ARS, vous parliez un peu déconnecté. Enfin, il me semble que c'est plutôt dans une question entre un niveau régional, puisqu'une agence régionale, c'est régional, et il y a quand même des délégations. Il me semble que les élus du Gard ne peuvent pas dire... Alors, ils peuvent dire, oui, le siège, c'est loin, ou les services régionaux de l'ARS c'est loin, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas une délégation de proximité. Je ne connais pas quel élu qui ne connaisse pas... en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à travers cette crise sanitaire, M. Rolls, les ARS se sont retrouvés en première ligne et ont eu de plus en plus de missions à gérer depuis plus d'1 an. Plus de missions, non. Quand je dis plus de missions, une évolution des missions, pardonnez-moi, je touche le micro, j'aurais pas dû. C'est pas grave, allez-y. Pourtant, vous l'avez scotché pour moi. Plus de missions, non. Ce sont les missions de veille, de sécurité sanitaire, de gestion de crise, sont quand même consubstantielles aux ARS. Le fait est que la crise est une crise
très longue, non attendue. Et là, il a fallu que nous abandonnions ou nous mettions de côté certaines missions pour que nos personnels puissent se consacrer à la crise. Et j'en profite, et je remercie de la question, pour saluer, mais vraiment saluer, très sincèrement, les personnels des agences régionales de santé. Au-delà, bien sûr, des soignants. Nous ne sommes pas en première ligne, mais je peux vous assurer qu'ils ont été présents, ils sont toujours présents, et ils ont énormément œuvré, malgré les critiques Bien sûr. un peu partout. Allez, Nicolas, votre question à Monsieur Rolls. C'est Thomas. Thomas, pardon. C'est vendredi. On se ressemble un peu. Ah, oui. On a Allez. parlé de la vaccination. Est-ce que, selon vous, il faudra se faire vacciner tous les ans contre la Covid-19 ? Et si oui, pourquoi ? Alors, est-ce qu'il faudra se faire vacciner tous les ans ? C'est une possibilité. La possibilité, nous avons affaire à un virus qui mute, mais comme tous les virus. On l'a vu, puisqu'on parle des variants, les variants ne sont que mutants. Ce sont des mutants. Mais comme le vaccin pour la grippe, on arrive à vacciner, c'est-à-dire à établir le vaccin le plus proche de la souche ou des souches circulantes, puisque nous arrivons à avoir des vaccins polyvalents, des souches circulantes, donc à réadapter. Ça, on s'y prépare, mais on n'est pas sûr qu'il faille revacciner. C'est fonction vraiment de ce qu'on peut appeler, en fait, dans les 3 scénarios, soit une maîtrise, enfin, on peut dire éradication virus. Bon, c'est une hypothèse, elle semble peu probable parce qu'il faut une vaccination mondiale, et pas là on sort du territoire français qui est bien couvert, mais le monde n'est pas assez couvert en termes de vaccination. Soit une maîtrise de ça, soit avec des possibilités de nouveaux variants, et là il y a des adaptations des vaccins. L'ensemble des laboratoires travaillent bien sûr sur des vaccins qui soient complètement adaptés aux nouveaux variants, ou alors ce qu'on n'espère pas, c'est vraiment une échappée totale vaccinale. Bon, ça il faut bien envisager ce scénario, mais pour l'instant c'est pas celui-là qui tient la corde, puisqu'on a de bons vaccins et de bonnes technologies pour s'adapter. Pour revenir au territoire, Oui, peut-être, pour Corentin. rester sur la vaccination, vous avez donné des chiffres sur les différents âges de population. Est-ce qu'il y a des disparités entre territoires sur le Gard ? Est-ce qu'on se vaccine plus à certains endroits ? Non, on peut pas dire ça, puisqu'on a un maillage le plus fin possible du territoire, avec des centres de vaccination qui sont répartis. D'une part, il ne faut pas oublier qu'au-delà des centres de vaccination, ce sont quand même aussi les professionnels de santé qui vaccinent, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers libéraux. Et là, ils maillent bien le territoire. Et puis, nous avons, avec Madame la Préfète, souhaité, et nous continuons à faire ce qu'on appelle des centres de vaccination éphémères pour aller là où on sent que c'est peut-être un peu plus faible en termes d'offres. Donc, non, il n'y a pas des territoires qui échappent. Après, il y a des territoires qui sont un petit peu particuliers, où c'est des questions plutôt pas d'offre vaccinale, mais de défiance vaccinale, soit de refus vaccinal. Et voilà, certains territoires sont... En Cévennes ? Les Cévennes, oui. Mais c'est pas propre au Covid. Oui. On a sur l'ensemble des vaccinations, même chez les enfants, des territoires comme ça. Et à l'inverse, à Nîmes, la ville se félicite d'être proactive pour la vaccination. Est-ce que c'est réellement le cas ? Écoutez, c'est le cas, puisque en fait, si vous voulez, mais ça c'est un exemple de collaboration intelligente entre des professionnels de santé libéraux et une collectivité territoriale, bien sûr avec la préfecture et l'agence, nous y avons œuvré, mais c'est la formation et la formation de ce qu'on appelle un très grand centre de vaccination. C'est le seul de la région à être constitué comme ça, c'est-à-dire avec une collectivité et des professionnels libéraux, et pas de forces constituées type SDIS. Et c'est un centre qui peut aller, qui fait plus de 2000 vaccinations par jour, et qui peut monter jusqu'à 3000, 3005. Donc on n'a rien à envier avec le stade de Effectivement. En tout cas, vous avez des informations positives ce soir, mais néanmoins,
il y a encore des variants présents, notamment le variant indien. Est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce que vous êtes inquiet par rapport peut-être à une recrudescence possible de l'épidémie sur l'été ? Alors, comme en Angleterre, comme on peut le voir en Angleterre. On peut être bien sûr inquiet parce que, en fait, la question des variants, si vous voulez, c'est une question de circulation. Plus un virus circule, plus il est amené à faire ce qu'on appelle des erreurs génétiques de reproduction. Voilà, un virus, ça, pour donner une image, ça travaille un peu à la chaîne et il est un peu tayloriste comme ça et quelquefois ça grippe un peu la machine. Donc voilà, il y a des mutations. Alors des mutations qui sont moins, enfin quand je dis importantes, c'est-à-dire même qui affaiblissent le virus, et d'autres qui sont plus importantes. Donc il faut faire très très attention à ça et vraiment ne pas dire qu'on est vacciné, on doit tomber les gestes barrières. Il faut vraiment continuer jusqu'à ce que la circulation virale soit vraiment anecdotique. Et là, on pourra vraiment, pardonnez-moi, tomber le masque. Vous souhaitiez vous exprimer sur les primo-vaccinés dans quelques instants et alerter aussi sur ce sujet. Mais juste avant, la question peut-être de Thomas qu'il souhaitait vous poser sur la jeunesse. C'est bien ça ? C'est ça. Les jeunes payent un lourd tribut dans cette crise sanitaire. Ce sera sans doute eux qui vont payer le plus longtemps l'effet de cette crise. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu adapter la crise afin qu'elle leur pèse moins sur les épaules, comme notamment faire la vaccination en priorité pour les jeunes et peut-être la levée du couvre-feu ? Alors, oui, c'est vrai, hein, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Après, en termes de santé publique, nous avons collectivement décidé de protéger les plus fragiles. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas fragiles, mais ils sont beaucoup moins soumis à des formes, graves de Covid. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, ils l'ont attrapé. Des impacts psychologiques aussi. Et ils l'ont attrapé, voilà. Mais on est vraiment sur des questions. Évidemment, nous aurions eu, et j'espère que tout pays pourrait avoir tombé en un temps record 200 millions de doses. Bon, ça aurait été compliqué pour injecter en un record de temps tout ça, mais là, ça a été une obligation et on le voit, mais c'est un choix de société, ou un choix politique, pardonnez-moi, puisque c'est quand même une décision politique, de vacciner en fait les plus fragiles. Et on voit les effets que ça a eu dans les EHPAD. Nos aînés ne meurent quasiment plus de la Covid, et ça c'est important. Oui, il n'y a plus de tension aujourd'hui dans aucun EHPAD du Gard. Non, il y a des épisodes, mais qui sont, un peu normaux, mais on ne voit plus de clusters avec des décès. Mais c'est vrai, et tant mieux si maintenant la vaccination est proposée aux jeunes. Et c'est vraiment important, parce que ça va permettre pour eux aussi, pour en fait ceux qui sont volontaires à la vaccination, de pouvoir se libérer et reprendre aussi une vie, qu'elle soit sociale, universitaire, lycéenne, importante, mais en sachant bien qu'il faut attendre le temps de la vaccination, c'est-à-dire les 2 injections, pour être complètement protégé. Et ça, c'est important. On évoque le sujet des primo-vaccinés. Quel est le message que vous voulez porter ce soir, M. Rolls ? Le message qu'on veut porter, c'est pas parce qu'on a eu la primo-injection, la première injection. Donc il faut savoir que la première injection, en fait, protège, mais il faut attendre une quinzaine de jours pour avoir une protection, mais protège à 60%. Et encore, ça dépend des âges. Donc l'effet de la deuxième injection est un effet boost, ce qu'on appelle un effet boost, qui vraiment met une protection à plus de 90%. Et ça, il faut le respecter. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait, si on tombe les gestes barrières, si on n'est pas prudent tout de suite après la première injection, d'une part, attraper bien sûr la Covid, donc faire une forme peut-être plus atténuée, mais surtout continuer de transmettre, et ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, puisque la transmission, si vous voulez, c'est quelquefois vers des personnes plus fragiles, et ça peut avoir de graves conséquences, mais c'est surtout, comme je vous le disais, on continue à avoir une circulation virale qui, elle, génère des variants.
Voilà. Les festivités d'été s'annoncent, Monsieur Rolls, notamment dans le Gard. Bon, même s'il n'y aura pas les grands festivals et tous les grands événements, mais il y aura quand même des milliers de personnes dans les arènes pour des concerts, des terrasses bondées notamment pour la feria. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors inquiet, oui, on regarde avec beaucoup d'attention et quand on sollicite l'agence régionale de santé pour donner des avis. Vous travaillez aussi par exemple à la municipalité sur les protocoles Bien sûr, bien sûr. Et devrait normalement à l'initiative rencontrer avec Madame la préfète les cafetiers et les restaurateurs. On est là aussi pour informer, on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour donner le maximum d'informations. Voilà. Un spectacle à l'intérieur des arènes, je suis moins inquiet. Normalement, les jauges sont là, les procédures. Après, quand on est, c'est vrai, plutôt dans la rue, c'est plus compliqué à faire respecter. Et en terrasse, mais après, c'est une question aussi vraiment d'appropriation et d'information. Il faut qu'on informe, que le citoyen soit bien informé. Et là, il est responsable. Il sait ce qu'il a à faire, ce qu'il devrait faire, et puis c'est sa responsabilité. On peut pas être... Et de ce que vous avez vu en sortant le soir de votre bureau, en rentrant en pied chez vous, qu'est-ce que vous avez vu des terrasses ? Est-ce que vous avez trouvé que les gens respectaient bien pour l'instant depuis la semaine dernière ? Non. Mais c'est bien. Je suis très franc. J'entends la question de se retrouver, et c'est important. On y aspire tous, même moi. Mais il n'y a pas forcément toujours. C'est toujours une contrainte un petit peu supplémentaire. Les chaises se rapprochent, les tables se rapprochent. On voit des rues comme la rue Fresque, les gens sont debout. Honnêtement, on parlait toujours de la rue Fresque. Je dis pas que c'est la. Non, mais c'est un constat. Oui. Est-ce que comme dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, on pourrait imaginer que dans les prochaines semaines, on puisse enlever enfin le masque en extérieur ? Alors, bien sûr qu'on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Vous savez qu'il y a eu... Il y a des départements qui l'ont fait. Oui, et quelques arrêtés sur lesquels le gouvernement a demandé à certains préfets de retirer leurs arrêtés. Quand c'était des arrêtés de préfet. Après, si vous voulez, c'est une question aussi de cohérence. Il faut donner des messages qui ont été toujours très difficiles à comprendre. Je ne dis pas parce qu'ils sont incompréhensibles, c'est parce que les messages évoluent très très vite, et ce qu'on percevait un jour, le lendemain on se disait « Ah mais c'est plus la même chose », donc c'est très compliqué. Il faut des messages cohérents. Quel message cohérent ? On peut dire, évidemment vous êtes tout seul dans la rue, c'est comme vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de masque. Enfin, on ne va pas l'attraper parce qu'il y a des miasmes qui volent dans l'air. C'est pas du pollen, donc voilà. Mais de dire, je mets un masque, je porte un masque, je rencontre quelqu'un, je remets mon masque. Déjà, on ne sait pas bien le mettre et on ne sait pas bien l'enlever. Donc, la plupart des personnes font beaucoup d'erreurs avec le masque. Donc, voilà. En fait, c'est une question de cohérence. À un moment donné, vous êtes à l'extérieur, dans un endroit où il y a du monde, vous portez des masques. Sur les plages, par exemple ? Ouais, vous l'enlevez pour aller vous baigner. Même si les chiffres sinon, vous troquez le masque contre... Après, ça évite de boire la tasse. Non, mais vous savez, si vous vous rappelez au tout début, lorsqu'il y avait pénurie de masques, et vous l'avez soulevé, j'avais vu une personne d'une 50aine d'années avec un masque, je ne citerai pas la marque, mais complètement global, avec le tuba, qui se promenait dans la rue. Comme un Décathlon. Vous l'avez vu. Oui, des masques étaient vendus à Décathlon, effectivement. Je ne l'ai pas vu. Nicolas, on va vous donner la parole pour la dernière question à Claude Rolls. C'est une question assez large en réalité, comme la précédente, mais c'était. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choix politiques qui ont été faits, et malheureusement les administrations derrière ont dû pâtir aussi parfois de mauvais choix, ou ont dû ont dû s'adapter à des choix qui étaient peut-être un petit peu précaires. Mais je pense que la crise sanitaire globalement a un peu bousculé la vision de la santé publique qu'on avait en France. Je donne un exemple, c'est un choix de société qui a été fait, de confiner en réalité, puisque le but n'était pas au-delà de freiner l'épidémie, c'était aussi d'alléger la charge sur les hôpitaux qui n'avaient pas forcément le matériel nécessaire pour accueillir les malades.
Mais pour autant, je ne pense pas que la situation telle qu'elle va s'arranger après la crise, si tant est qu'on en sorte un jour, puisque je pense que les épidémies vont se multiplier du fait de notre modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, qui favorise aussi l'émergence de ce genre de pandémie. Mais l'hôpital public, je pense, sera toujours en quelque sorte rongé par une logique de rentabilité. À la France Insoumise, nous avons proposé d'innombrables propositions. Je ramène encore un livret, c'est une habitude, hein, mais quand on a un programme, je pense qu'il faut au moins montrer qu'on travaille les sujets. On veut axer sur la prévention, il y a des déserts médicaux. Pas de rouge sur ce petit livret. Ah oui, non, mais il faut pallier aux déserts médicaux parce qu'aujourd'hui, le coût des transports pour les patients est devenu énormissime, alors qu'il faut développer les maisons médicales pluridisciplinaires avec un corps de médecins fonctionnaires, par exemple, l'interdiction des dépassements d'honoraires, enfin toutes sortes de choses. La santé doit être perçue comme un bien commun. S'il vous plaît. Bien sûr, Nicolas. pardon. Non, mais faut l'introduire pour la comprendre, dans le sens où avons-nous vocation à détruire ce qui reste de ce qui faisait notre fierté, tout de même, j'ai envie de dire autrefois, l'hôpital public. C'est pour moi, ça. Bon courage. Non, en fait, j'ai envie d'avoir l'avis d'un professionnel aussi. Non, alors là, détruire l'hôpital public, il n'est pas question de destruction de l'hôpital public, et bien au Mais contraire. de changer de logique. Et bien au contraire, hein, là aussi, s'il faut remercier, et j'allais dire, c'est au-delà de l'hôpital public, puisqu'il y a aussi des établissements de santé privés. Privés, bien sûr, Mais, qui ont mis du temps à être réquisitionnés quand même. Hein. La réquisition n'existe pas, c'est la question... Juridiquement, si. Mais oui, bon, c'est vrai. Voilà. Mais pour revenir à l'hôpital public, hein, pour faire concret, non, il faut saluer, puisque ce sont des organisations, enfin, et des établissements, hein, donc avec des personnels qui ont su s'adapter, mais d'une façon hyper rapide. Hein, que ce soit sur la question d'augmentation des lits de réanimation, de développement capacitaire, de déprogrammation, de reprogrammation, de constitution d'un centre de vaccination. Je vous rappelle que dans le Gard, du jour au lendemain, quand je dis du jour au lendemain, c'est-à-dire 2 jours avant, le CHU de Nîmes a monté un centre de vaccination, du jour au lendemain. Donc il faut rendre hommage aux personnes de ces établissements, hommage aux organisations. Qui ont manqué de moyens énormément. Oui. Qui ont manqué de moyens, certes, c'est tout à fait possible, on est là, mais je pense qu'il y a aussi des évolutions. Hein, la question du Ségur de la santé va amener des moyens bien supplémentaires aux établissements pour leur permettre déjà d'une part de faire face à l'investissement courant, parce qu'on a besoin d'investissement courant, un investissement, et d'autant plus dans le domaine de la santé, ça évolue vite, les techniques évoluent vite, les techniques ont besoin de matériel évoluent vite, il faut le faire. Et aussi en termes de rémunération, en termes de rémunération, il est évident que l'attractivité de ces métiers-là passe déjà par la reconnaissance de ces métiers, et la reconnaissance est aussi une reconnaissance salariale. Et c'est évident. Merci beaucoup, Monsieur Rolls, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.